Avant de commencer, dites-nous d'où vous regardez. Si vous pensez que servir notre pays n'a pas de date d'expiration, aimez et abonnez-vous, car ce qui est arrivé à l'homme que vous allez rencontrer ne devrait jamais arriver à quiconque a porté l'uniforme. Il s'appelait Robert King, Bobby, pour ceux qui le connaissaient le mieux. Ce mardi matin tranquille, Bobby ne cherchait pas à attirer l'attention. Il n'était pas là pour faire une scène, exhiber ses médailles ou se vanter de batailles d'autrefois. Il voulait simplement retirer quelques centaines de dollars d'un vieux compte qu'il n'avait pas touché depuis des années ou celui-là même où, des décennies plus tôt, il avait déposé la prime de risque pour ses déploiements. Une prime que le gouvernement n'a toujours pas pleinement reconnue. Il franchit les portes principales de la semi-riche National Bank comme n'importe quel autre client, posé, calme, chapeau à la main. Ce chapeau, une casquette noire brodée de fil d'or avec les mots « vétéran de Corée et du Vietnam », avait été soigneusement brossé avant son départ. Sa chemise était repassée même si les poignets étaient effilochés par le temps et l'usure, et dans la poche de son manteau, il portait une carte pliée du ministère des anciens combattants, 2 documents de démobilisation usés et une pièce de défi en laiton, dont les bords avaient été adoucis par des années de manipulation. Il fit la queue patiemment et silencieusement, comme le faisaient les hommes de sa génération, comme si attendre son tour était encore sacré. Mais dès qu'il atteignit le comptoir, tout changea. La jeune caissière, peut-être la vingtaine, cligna des yeux en voyant le nom inscrit sur son formulaire de retrait et haussa un sourcil incertain qui en disait long. Bobby présenta sa carte d'identité, ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur ni de faiblesse, mais à cause des dommages persistants dus au temps et à trop de nuits froides dans des lieux inconnus. « J'essaie juste de retirer des fonds, dit-il poliment. Ce compte est au nom de Robert King. Ça fait un bail. » La caissière força un sourire crispé et commença à taper. Puis elle marqua une pause, quelque chose à l'écran ne correspondait pas à ce qu'elle avait imaginé. Elle appela son responsable. Il s'appelait Sidan, coupe de cheveux soignée, cravate trop courte et un sourire narquois qui trahissait le mépris. Il s'approcha, jeta un coup d'œil aux documents de Bobby, puis à Bobby lui-même, et laissa échapper un petit rire peu amical. « Êtes-vous sûr que ce compte est le vôtre, monsieur » demanda-t-il en tenant le formulaire comme pour plaisanter. On dirait que ce ticket de retrait a été écrit sur un dinosaure. Le caissier rit nerveusement à côté de lui. Bobby ne dit rien. Il fouilla dans la poche de son manteau et déposa quelque chose sur le comptoir d'un geste lent et prudent, une pièce de défi en laiton gravée d'une étoile de tonnerre. Un objet qu'aucun civil ne reconnaîtrait, mais qui couperait le souffle à tout bon soldat. Sidan ne le regarda même pas, « Jolie petite babiole », marmonna-t-il d'un ton dédaigneux. « On peut en acheter en ligne, de nos jours. » Puis il fit signe à la sécurité. « Je crois qu'on a un autre soi-disant vétéran qui essaie de déjouer le système. Escortez-le dehors, s'il vous plaît. » Le gardien hésita une seconde, suffisamment pour que Bobby entende chaque mot et que toute la banque le remarque. Quelques clients ricanaient dans leur téléphone, 1 ou 2 faisaient semblant de ne pas entendre. Bobby ne protesta pas. Il n'exigea pas le respect. Il ramassa simplement la pièce, la glissa délicatement dans la poche de son manteau, hocha la tête et se dirigea lentement vers un banc près de la fenêtre. Là, il se redressa, les mains jointes, le regard perdu dans la lumière changeante de l'extérieur de la banque. Les rires s'éteignirent, remplacés par un étrange et pesant silence, un malaise qui s'installa dans le hall tandis que les gens commençaient à se demander s'ils ne s'étaient pas trompés. Pourtant, une personne ne rit pas. Maya Rodriguez, la trentaine, ancienne spécialiste en logistique de l'armée de l'air, aujourd'hui employée dans les contrats de défense, avait déjà vu une pièce pareille. Un jour, alors qu'un colonel à la retraite du GSOC était venu briefer son équipe, elle se souvint que tous les officiers présents s'étaient levés dès qu'il avait posé cette pièce sur la table. Elle s'approcha du comptoir, croisa le regard du gérant et dit doucement mais fermement, « Vous venez de faire une erreur. » Sidan cligna des yeux. Maya désigna Bobby du doigt. « Cet homme n'est pas un faux. Cette pièce à elle seule vaut mieux que tous les chèques de paie de cet immeuble. » Sidan grogna. « Si c'est si important, pourquoi n'y a-t-il personne ici avec lui ?» Maya ne répondit pas. Elle se retourna et sortit pour passer un appel, mais quelqu'un l'avait déjà remarqué. Dans l'arrière-boutique, un employé âgé et discret, un de ces employés de longue date sans titre clinquant mais au savoir inépuisable, avait entendu le nom de Robert King. Il marqua une pause, puis se dirigea lentement vers le coin de la pièce où une plaque de laiton était accrochée au mur. Elle était là depuis l'ouverture de la banque, dédiée à la base de commandement de Semi-Riche et à ses bâtisseurs. Parmi les noms gravés, un était resté gravé, R. Kotakin,
l'homme qui avait supervisé l'infrastructure militaire d'origine avant que le terrain ne soit converti à un usage civil. Le même homme était maintenant accusé d'avoir falsifié un relevé de service dans la banque même qui existait grâce à son commandement. L'employé ne dit mot. Il décrocha le téléphone, composa un numéro que seule une poignée de personnes connaissaient par cœur et prononça seulement 6 mots, c'est Bishop Coin. Semi-Triche est là. Puis il raccrocha, laissant la ligne à ceux qui comprenaient la gravité de la situation. Bobby resta immobile. Il ne sortit pas son téléphone, ne haussa pas le ton, ne fit aucune scène. Il regarda simplement le vent soulever le drapeau de l'autre côté de la rue et attendit, portant dans son silence le poids de tous ses sacrifices. Non pas pour la justice, ni pour les louanges, mais parce que des hommes comme lui ont toujours suivi ce chemin. Ils attendent qu'on ait besoin d'eux. Ils attendent même quand personne ne les croit. Ils tiennent bon tandis que le monde rit. Mais ce que personne dans cette banque ne savait, ni le directeur, ni le caissier, ni même Maya, c'est qu'en seulement 30 minutes, ses rires se transformeraient en silence. Au bout de la rue, un général furieux avait déjà posé son téléphone sur le bureau. En quelques instants, il avait enfilé son uniforme et avançait avec détermination. Il voulait s'assurer que l'homme que tout le monde méprisait, celui qu'il qualifiait d'imposteur, ne soit plus jamais oublié. À l'intérieur de la Semi-Triche National Bank, les 20 minutes suivantes se sont écoulées comme de la mélasse, lente, épaisse et insupportablement gênante pour quiconque avait ri quelques instants auparavant. La caissière qui avait ricané gardait maintenant la tête basse, faisant semblant de taper à son poste de travail. Keden, le gérant, faisait les 100 pas derrière le comptoir, jetant des regards inquiets vers les portes d'entrée. Son agitation était palpable, même s'il ne savait toujours pas exactement pourquoi. Bobby King n'avait pas bronché. Il restait assis exactement là où on lui avait dit de s'asseoir, comme s'il s'agissait d'une simple salle d'attente dans un bureau gouvernemental isolé. En fait, c'était juste un jour comme les autres dans une longue vie, jalonné de files d'attente et de regards froids. Ses mains reposaient sur sa canne, les épaules droites malgré la douleur qu'il refusait de nommer. Cette pièce de défi, cachée et invisible, symbolisait un service invisible pour ses clients de la banque. Mais le silence autour de lui était différent. Ce n'était plus le silence du dédain, c'était celui du doute. De l'autre côté du couloir, Maya Rodriguez l'observait, les bras croisés, les lèvres pincées de frustration. Elle avait déjà appelé un contact retraité de Fort Breckenridge. Dès qu'elle prononça « évêque Coin » et « Robert King », le ton de sa source, Dronia, changea radicalement. « Tu dis qu'il est là maintenant » demanda Dronia. « Ne le laisse pas partir. » Maya ressentit une vague d'incertitude. L'instinct de Batsu lui disait que quelque chose était déjà en marche. Elle avait raison. À 2 pâtés de maison de là, un SUV noir zigzaguait dans la circulation, ses phares clignotant une fois un signal d'autorité tacite, ne nécessitant aucune permission. À l'intérieur, le major général Everett Kane, décoré et réputé pour sa précision, était déjà debout. Actuellement chef des opérations régionales pour 4 districts militaires, il était l'un des 5 seuls hommes encore en vie autorisés à détenir une habilitation de reconnaissance active de niveau évêque. Lorsqu'il reçut l'appel et entendit le nom de Robert King, il interrompit un briefing au milieu d'une phrase, se leva de sa chaise et prononça seulement 4 mots à son aide de camp, uniforme on part. Pour Kane, King n'était pas qu'un nom de fichier, c'était grâce à lui que Kane portait des étoiles. King était un fantôme vivant, un homme longtemps considéré comme disparu, un personnage dont on murmurait l'existence lors des réunions stratégiques et des rapports d'héritage. Kane avait été formé selon la doctrine que King lui-même avait contribué à élaborer. Être insulté publiquement en uniforme, dans un bâtiment situé sur un terrain qu'il avait autrefois commandé, a déclenché une fureur que Kane se permettait rarement de montrer. De retour à la banque, Bobby ajusta la manche de son manteau, comme si ce petit geste le réconfortait. Le léger bourdonnement des néons emplissait l'air, mais pas un mot ne fut prononcé. Un client près du comptoir à café s'éloigna en traînant les pieds sans même finaliser son dépôt. Un agent de sécurité rôdait près de la sortie, se balançant d'un pied sur l'autre, jetant des regards obliques au vieil homme qui n'avait proféré aucune menace, n'avait pas élevé la voix, n'avait même pas manifesté de colère et pourtant, il dégageait une présence qui déstabilisait les gens habitués à une autorité incontestée. Keden essaya d'ignorer son malaise. Toujours là, murmura-t-elle en jetant un œil par-dessus la file d'attente des caisses. Sérieusement, lança-t-elle d'un ton moqueur à un nouvel employé, elle espère probablement que quelqu'un publiera son message pour obtenir un don en ligne par pitié. Les anciens font ça tout le temps. Maya serra les dents.
La jeune femme à la fenêtre baissa les yeux. Même elle savait que c'était allé trop loin. Keden s'adossa au comptoir comme si elle avait déjà gagné. Elle murmura, il aurait dû appeler la police. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne fasse une scène. Mais à peine ces mots furent-ils prononcés que les portes vitrées de la banque s'ouvrirent une entrée incontournable. Ce n'était ni un coup de vent, ni un autre client, c'était une commande. Un frisson parcourut le hall. Le bruit des bottes ou de vraies bottes résonna sur le carrelage à un rythme régulier, délibéré, sans hâte, sans hésitation. Le major général Everett Kane entra, chaque ruban de sa poitrine étincelant, chaque pli de son uniforme repassé avec une précision extrême. Sa présence emplit le hall avant même qu'il ne prononce un seul mot. Derrière lui, un assistant le suivait, serviette à la main, solennel et silencieux. Personne ne bougea. Les conversations s'éteignirent instantanément. Les téléphones restèrent raccrochés, le café à moitié versé, et Keden, toujours appuyé au comptoir, leva les yeux et se figea. Son sourire moqueur s'évanouit dans un silence soudain et tendu. Pendant un instant, Khan ne remarqua personne, mais garda les yeux fixés sur le banc près de la fenêtre où Bobby King était toujours assis. Puis, comme contraint par un ordre invisible, le général se redressa et salua sèchement. Le claquement de sa paume contre son casque résonna dans le hall plus profondément que n'importe quelle excuse. Bobby leva les yeux, la confusion illuminant son visage avant de se relever lentement pour rendre le salut au chaque geste mesuré, digne, comme s'il n'avait pas été salué depuis des années, mais n'avait jamais oublié comment. Le regard de Khan passa de Bobby King au reste de la salle, d'un regard acéré comme un rasoir. Sa voix, grave et sonore, était assez forte pour couper du verre. « Qui ici, demanda-t-il d'un ton posé, a traité le colonel Robert King d'imposteur ?» Le silence se prolongea. Personne n'osa répondre. S'avançant, Khan reprit la parole, chaque mot posé est d'une clarté glaçante. Le colonel King, souligna-t-il, a joué un rôle déterminant dans l'élaboration des protocoles de reconnaissance interarmée encore en vigueur dans 3 pays. Son palmarès couvre 2 guerres, 6 théâtres d'opération et 14 missions non reconnues. Son regard se porta sur Keden. Le directeur avait l'air d'être malade. Je ne savais pas, balbutia-t-il. Ses papiers étaient vieux. La voix de Khan se réduisit à un murmure rauque. Bien sûr qu'ils sont vieux, rétorqua-t-il. Parce qu'il a mérité chacune de ces années. Pendant que vous vous battiez pour programmer des tweets, lui se battait pour ce pays. Un nouveau silence s'abattit sur la salle, cette fois teinté de gêne. L'assistant de Khan s'avança et ouvrit la mallette, révélant un épais dossier classifié, une pièce commémorative dans un étui de velours et une copie de la même plaque accrochée au mur de la banque, le nom de Robert King y étant inscrit en lettres majuscules. Khan posa le dossier sur le comptoir. Cette banque existe grâce à votre stratégie, dit-il d'une voix grave. Le compte que vous avez signalé comme suspect a financé les lignes d'approvisionnement initiales dont vous tirez maintenant profit. Se tournant vers Bobby, Khan adoucit le ton. Monsieur, je vous présente mes excuses pour ne pas avoir su que vous étiez en ville plus tôt. Bobby hocha la tête, la lassitude lisant son visage. Je ne suis pas venu ici pour être trouvé, répondit-il doucement. J'avais juste besoin de quoi aider mon petit-fils à l'école. Khan inclina lentement la tête. Alors, faisons en sorte que cela arrive. Ensemble, ils se dirigèrent vers le comptoir. Keden se laissa retomber, les mains levées en signe de reddition silencieuse. Le rire précédent s'était dissipé, remplacé par le sentiment d'une profonde révélation ou une leçon tacite qui se dévoilait. À l'intérieur de la semi-riche National Bank, le silence, autrefois gêné, devint respectueux. On aurait dit que le sol même se souvenait du poids qu'il avait autrefois porté. Le général Everett Kane se tenait au comptoir, aux côtés du colonel Robert King, sans aboyer d'ordre ni exiger de représailles, il restait simplement là, comme si rien au monde n'avait d'importance tant que cet homme n'avait pas obtenu ce qu'il était venu chercher. Sans tambour ni trompette, Bobby retira les fonds nécessaires pour aider son petit-fils à financer ses études, un objectif qu'il n'avait même pas évoqué jusqu'à ce que le général Y incite. Il ne cherchait jamais à attirer l'attention, il avait simplement l'intention de tenir sa promesse envers ceux pour qui il combattait et ceux qui attendaient son retour. La main de la caissière tremblait lorsqu'elle imprima le reçu, murmurant des excuses auxquelles Bobby répondit à peine. Il accepta le reçu, le plia une fois et le glissa dans sa poche comme s'il s'agissait d'un simple élément d'une longue liste de choses à faire. Alors qu'il se retournait pour partir, le général Kane posa fermement sa main sur son épaule. « Colonel, vous avez 5 minutes, dit-il doucement.
Bobby haussa un sourcil. Pourquoi faire? Kane fit un geste vers la pièce où une invitation tacite à l'honneur que le colonel n'avait jamais recherchée. À cet instant, tous les vétérans présents du jeune réserviste au distributeur automatique de billets à l'infirmier de la marine âgé remplissant un bordereau de dépôt se sont levés et ont salué. Les civils se sont levés eux aussi, non pas parce qu'on leur avait donné l'ordre, mais parce que quelque chose dans l'air les y contraignait. C'est ainsi qu'on honore un homme comme lui. L'espace d'un instant, Bobby se figea moins par fierté que par incrédulité avant de rendre le salut avec sa précision silencieuse. Khan fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite boîte en velours. « On vous la gardait, dit-il. J'ai pensé que vous la voudriez maintenant. » À l'intérieur se trouvait une médaille polie gravée d'un nom et de 3 mots simples, « Service irréprochable ». Bobby le fixa longuement, sans larmes, sans parole, juste un lent hochement de tête, comme s'il avait enfin fermé une porte dont personne ne savait qu'elle était restée ouverte. Croisant le regard fixe de Kane, il murmura « Je ne suis pas venu ici pour qu'on se souvienne de moi. Je suis venu pour tenir une promesse. » Kane hocha la tête d'une voix douce mais résolue. « Et ce faisant, tu nous as rappelé à tous ce que signifie vraiment servir. » En entrant dans la lumière du soleil, Bobby avançait sans caméra ni gros titre pourtant, à l'intérieur, tout le monde se redressait et parlait à voix basse. Plus tard dans la semaine, une nouvelle inscription apparut sur la plaque près de l'entrée principale de la banque. Sous la dédicace initiale, une deuxième ligne apparaissait, Robert J. King, colonel de l'armée américaine. Honneur silencieux. Elle ne mentionnait aucun incident, aucun général et pourtant, tous ceux qui y travaillaient comprenaient. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être criées pour tout changer. Désormais, chaque client qui franchit ses portes lit le nom de l'homme qui a failli être chassé du bâtiment par les moqueries, l'homme qui n'a parlé que lorsqu'un général furieux est entré.